merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici. Je dirais au moins parler pétrole et gaz, c'est au moins une bonne nouvelle parce que, en principe, on serait très riche en or noir, on serait très riche en gaz. Donc, au moins, tous les problèmes dont on parlait tout à l'heure pourraient être résolus par cette approche-là. Pour voir un peu où on se place quand même, c'est important de comprendre la problématique. J'ai passé toute la journée, tout mon vendredi saint, à faire le tour des entrevues à Radio-Canada, TVA, pour parler du prix de l'essence qui avait atteint le prix astronomique d'1,50 $ le litre et essayer d'expliquer d'où ça venait. On peut regarder un peu d'où ça vient ici. Ici, c'est la consommation d'énergie sur la planète totale et son évolution depuis 150 ans. Donc, on voit qu'on est en croissance constante depuis ce temps-là, mais ça ne nous donne pas une bonne idée de ce qui se passe. La bonne façon de regarder ça, c'est de regarder plutôt la consommation d'énergie par capita. Et c'est là que ça nous donne vraiment le défi auquel on fait face. Ce qu'on voit en gros, c'est que depuis 1975, la consommation par habitant sur la planète s'est à peu près stabilisée à 1, bon, ça c'est en unité, en kilowattheure. Là. On peut le mettre à peu près autour de 1,8 barils de pétrole, tonnes de pétrole par habitant. On voit qu'on a une légère croissance depuis à peu près 2000, essentiellement expliquée par la Chine et l'Inde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, quand on regarde, par exemple, ici, le produit mondial brut, normalisé en 1980 versus la population et l'énergie, qu'en fait, on a, depuis déjà plusieurs décennies, découplé essentiellement la croissance économique et la demande en énergie. Ça, si on veut, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que malgré les gains qu'on a faits, les gains considérables qu'on a faits en efficacité énergétique, les pays développés consomment autant par habitant qu'on en consommait en 1970. Au Canada, c'est 8 tonnes de pétrole par habitant. En Europe, c'est 4 tonnes par habitant. Essentiellement, on a été incapable de sortir de notre construction économique et de dépenses énergétiques qu'on a mis en place en 1970, donc il y a 40 ans. On est pris dans ce niveau de consommation-là et chaque gain qu'on fait quelque part, on va l'utiliser pour dépenser notre énergie ailleurs. Donc, on s'achète une voiture qui consomme moins. Bien, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'argent qu'on a sauvé, on va acheter un billet d'avion, puis on va aller dans le sud l'hiver, et à la fin, on aura consommé autant d'énergie. Donc, le véritable problème, c'est de réussir à briser les structures de consommation énergétique si on veut vraiment diminuer notre consommation énergétique et avancer. Et présentement, et depuis 40 ans, on a été incapable de le faire. Et quand on voit la Chine et l'Inde, et c'est ce qui fait la ligne qui monte en énergie depuis quelques années, qui, eux, vont monter en énergie, c'est normal, ils passent d'un pays sous-développé à un pays développé, économie développée, on va être absolument incapable de satisfaire aux besoins. Mais on peut se consoler au Québec parce qu'en principe, il y a beaucoup de gens qui regardent pour du pétrole et de l'énergie pour nous. D'accord? Donc, on voit ici, on a déjà vu la carte qui était montrée par Pierre tout à l'heure. Essentiellement, toutes les concessions qui ont été données pour faire de l'exploration pour le gaz et le pétrole, c'est essentiellement dans le sud du Québec. On voit qu'il y en a partout. Okay? Donc, pour parler un petit peu de nos ressources, on va séparer ça. Et tout d'abord, je voudrais parler pétrole, et ensuite, on parlera gaz. Donc, d'abord, le pétrole qui nous fait tellement rêver et dont on parle, et tous les partis politiques ou presque ont une position sur le pétrole, donc c'est bien. Donc, le pétrole, essentiellement, ça se passe en Gaspésie, dans l'île Anticosti, et on ne voit pas très bien, en fait, on ne le voit pas très bien parce qu'il n'est pas sur la carte, mais un petit peu plus loin, on a aussi le gisement de Old Harry, dont on parle beaucoup. Donc, qu'est-ce que c'est? Essentiellement, tous ces permis-là appartiennent à Petrolia ou à des partenaires avec lesquels ils travaillent également. Okay? Et on cherche du pétrole dans ce cas-là et on fait des annonces régulièrement. On fait parfois des assez grosses annonces. Donc, si on regarde pour l'île Anticosti, par exemple, on nous a annoncé, il y a à peu près 1 an, qu'on avait, en considérant Petrolia et Corridor, donc si on regarde les estimés au milieu, à peu près 70 milliards de barils. D'accord? 70 milliards de barils, ça veut dire un peu plus d'1 an de consommation mondiale de pétrole. D'accord? Ça commence à être beaucoup de pétrole. Okay? Donc, on est bien content, on est bien excité. Le problème, c'est que ce n'est pas du vrai pétrole. Okay? D'abord, commençons. Ce n'est pas du pétrole, en fait, c'est ce qu'on appelle du kérogène, donc un pétrole qui n'est pas encore transformé.
Donc, c'est quand le pétrole, essentiellement, la matière organique déposée au fond des mers, elle se transforme au fil du temps, elle est chauffée légèrement. Elle va se transformer d'abord en ce qu'on appelle kérogène, ensuite, avec le temps, en pétrole, gaz naturel. D'accord? Donc, ici, on est encore dans la période pré-pétrole. Okay? Ah, c'est pas grave, on va être capable d'exploiter ça. Après tout, on est pas mal bon ces jours-ci. En fait, aux États-Unis, il existe le même type de structure géologique qui est au Colorado, entre autres, puis autour, ce qu'on appelle le Green River Formation. Et puis, cette structure-là géologique, on la connaît depuis déjà plus de 100 ans. Depuis 1895, les Américains ont mis de côté ce territoire-là, dont on sait qu'il contient beaucoup d'hydrocarbures. 1895, je n'ai pas fait d'erreur. Donc, on a mis de côté cette ressource-là en disant, on ne sait pas l'exploiter, mais ça sera une réserve stratégique pour la Navy quand on aura besoin de mettre de l'essence dans nos bateaux. D'accord? Et à tous les 25-30 ans, le gouvernement demande à quelques compagnies d'aller dire, allez donc essayer de voir comment vous êtes capable d'explorer et d'exploiter ces ressources-là. Est-ce qu'on est rendu à un niveau rentable ou non? Le dernier essai a commencé vers 2002 et s'est poursuivi jusqu'à vers 2008 à peu près. Bon, c'était au niveau de la guerre, au moment de la guerre en Irak, donc on voulait essayer d'augmenter l'indépendance énergétique du côté des États-Unis. Alors, on est allé essayer, et par exemple, Shell a essayé une méthode absolument fantastique, où ce qu'on fait, c'est qu'on descend des grandes électrodes dans la Terre, okay, sur à peu près 700 mètres, et puis on chauffe avec de l'électricité, on chauffe la Terre pour faire avancer la transformation du kérogène en pétrole. On chauffe pendant 2, 3, 4 mois à peu près. Évidemment, pour éviter que le pétrole ainsi formé aille dans les nappes phréatiques, ce qu'on fait, c'est qu'on gèle le pourtour de la région chauffée. D'accord? Donc, vous pouvez tout de suite imaginer que ce n'est pas très rentable d'exploiter du pétrole comme ça. Et c'est le type de pétrole dont Petrolia nous parle sur l'île Anticosti. Donc, je dirais, pour le moment, on n'a pas besoin de s'en faire trop pour l'île Anticosti parce que les technologies d'exploitation ne sont pas là. D'accord? Maintenant, revenons sur la terre ferme, Gaspé, Aldiman. Donc, Aldiman, on a un puits qui a produit pendant quelques temps jusqu'à 40 barils par jour. Donc, on a été presque autosuffisant au Québec. Et là, ici, nos réserves sont quand même un peu plus petites. Okay? On estime ici à peu près autour de 80 millions de barils. Okay? 80 millions de barils, on en consomme au Québec 120 millions par année. Donc, ça nous fait à peu près 8 mois de production de pétrole. Donc, ce qui n'est pas si mal parce qu'à 100 $ le baril, ça nous ferait quand même à peu près 8 milliards de dollars en termes de valeur. Okay? Le problème, c'est qu'en fait, ce pétrole-là est vraisemblablement du pétrole de schiste. D'accord? C'est-à-dire qu'on doit l'extraire de la même façon qu'on extrait le gaz des sables, le gaz de schiste, donc des shales au Québec et ailleurs. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, présentement, on exploite ce type de pétrole-là en Dakota du Nord, surtout dans la formation de Bakken. Et on en exploite présentement à peu près 400 000 barils par jour. Et on prévoit augmenter cette production-là jusqu'à 1,2 million de barils par jour d'ici une quinzaine d'années. Donc, ce pétrole-là, on peut l'exploiter. S'il est très peu dense, donc s'il est très léger, on peut l'exploiter. Par contre, on doit utiliser les mêmes techniques de fracturation qu'on connaît. Et en fait, le taux de recouvrement de ces méthodes-là est absolument abominable. Donc, on va chercher seulement, au mieux, 2 % du pétrole en place. D'accord? Donc, je ne sais pas trop comment le calcul a été fait ici, mais si on va chercher, ici, c'est la quantité de pétrole présente. Si on va chercher 2 % de ce pétrole-là, ça ne sera pas beaucoup. Donc, on ne pourra pas compter régler nos problèmes de retraite avec ce pétrole-là. Okay? Donc, malheureusement, pour le moment, il n'y a pas grand-chose sur Terre. Qu'est-ce qui se passe dans le célèbre gisement de Old Harry, dont on parle beaucoup? Okay? Premièrement, on ne sait pas si c'est au Québec encore. Le Québec croit que la moitié lui revient. Terre-Neuve ne croit pas. Et on va attendre certainement le fédéral, qui est très pro-québécois ces jours-ci, va certainement nous offrir un soutien remarquable de ce côté-là. Okay? Bon, ça, c'est le côté politique. Maintenant, le côté géologique. Okay? On nous annonce parfois 2 milliards de barils, parfois 5 milliards. Si vous avez lu le Québec Science de ce mois-ci, c'était 5 milliards de barils de pétrole qui seraient contenus dans ce gisement-là. On parle aussi de quantités immenses de gaz naturel.
Et on peut parler de tout ça parce que jamais personne n'est allé voir. Okay? C'est l'avantage de ces mythes-là. Essentiellement, il y a eu un peu de recherche sismique. On connaît la structure géologique, mais personne n'est allé faire de trous encore. Il n'y a aucun forage prospectif qui a été fait. Donc, on ne sait pas vraiment s'il y a du pétrole là-bas. On ne sait pas vraiment s'il y a du gaz. À mon avis, il y a des bonnes chances qu'il y en ait, étant donné ce qu'il y a autour. Là. Donc, c'est probablement notre meilleure chance qu'il y ait du pétrole quelque part au Québec, si c'était au Québec. Mais disons qu'on n'est pas parti pour en l'avoir tout de suite. Il reste encore toutes sortes d'évaluations environnementales à faire, quoique là, avec la nouvelle loi au fédéral, ça risque de se régler rapidement. Mais on va aussi avoir à faire de la prospection, etc. Donc, si jamais on réglait les problèmes politiques, si jamais il y avait du pétrole, on pourrait imaginer commencer à produire du pétrole de ce gisement-là, peut-être d'ici 2020 ou quelque chose comme ça. D'accord? Donc, on a quand même le temps de discuter des modalités. Autre ressource dont Pierre a parlé légèrement, mais il m'a laissé tous les chiffres. Merci, Pierre. Donc, essentiellement, ce sont les gaz de schiste qui sont, grosso modo, sur la rive sud du Québec, du Saint-Laurent, entre Montréal et Québec, 13 000 km². Ça remonte à l'Ordovicien. Ça, c'est votre petit côté historique. Vous saviez qu'à l'Ordovicien, c'est au moment où les insectes sont apparus sur Terre, d'ailleurs. Donc, on a 130 milliards de gigajoules. Ça ne vous dit certainement rien. J'en suis content. Si on fait le calcul en bas, à 4 $ le gigajoule, qui est à peu près le taux du gaz naturel aujourd'hui, ça représente donc 125 milliards de dollars. Okay? Donc, il y a beaucoup d'argent sous terre, sous les pieds de la Rive-Sud. Okay? Possiblement, encore une fois, parce qu'on a fait très peu de forage. On n'a pas évalué en détail ce qu'on pourrait aller chercher. Donc, tout ça, ce sont des chiffres qui sont un petit peu sortis des chapeaux, qui sont parfois réévalués dans certains gisements à la baisse, à la hausse. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il y a, mais il pourrait en avoir beaucoup. Et s'il y en avait beaucoup, ça marcherait très bien. Okay? Sauf qu'il y a des problèmes avec le gaz de schiste. On a vu que les gens se sont opposés parce que, probablement, le modèle économique, et je vais revenir là-dessus dans quelques instants, le modèle économique est un peu épouvantable. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, il y a eu beaucoup d'opposition citoyenne. Donc, ça, on voit que les citoyens ont joué un rôle. Et c'est pour ça aussi qu'il faut sortir le 22 avril. Parce que, à tout le moins dans le gaz de schiste, c'était été un exemple frappant où le gouvernement a été obligé de reculer contre les intérêts des entreprises parce que les citoyens se sont levés et des assemblées de cuisine, des assemblées de petites municipalités, il y en a eu beaucoup. J'ai eu le plaisir de participer à quelques-unes de celles-là et c'était remarquable de voir des gens, 250 personnes dans une salle, dans un village de peut-être 1000 ou 2000 personnes, qui venaient un mardi soir écouter des gens plates comme moi parler pendant 2 heures sur un sujet aride comme ça, parce qu'ils étaient absolument pompés, ils voulaient savoir, comprendre ce qui se passait.